Il n'y a jamais eu 40 personnes tuées par balle le 19 décembre 2016 et tous les morts répertoriés ces jours-là ne sont pas uniquement les faits de la police et de la JR, a soutenu les porte-paroles du gouvernement. Malgré de nombreux problèmes qui minent les secteurs clés, une école de Kassangoulou émerge du lot. Les enseignants dévoués sans être payés enseignent avec abnégation des enfants dans la gratuité. Antenne A, le journal, James Katambwa. Excellente soirée à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Un grave accident de circulation s'est produit cet après-midi à la hauteur du marché Selembao. Un véhicule de pain-victoire aurait causé la mort d'une quarantaine de personnes. Les victimes ont été acheminées dans différents hôpitaux de la capitale. On y reviendra avec détail dans nos prochaines éditions. Le porte-parole du gouvernement a, au cours d'un point de presse tenu ce jeudi, dénoncé les accusations gratuites contre la police nationale et la garde républicaine contenues dans les derniers rapports publiés par les BCNUDH. Pour Lambert Mende, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme n'a fait que relayer les propos des ONG mal intentionnés et hostiles aux institutions de la République démocratique du Congo. Alain Kiuka et Blaise Londa pour le détail. Le gouvernement rejette les allégations et accusations contre les forces de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo contenues dans le dernier rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans ce rapport périodique se rapportant aux événements de décembre 2016, Lambert Mende dit avoir noté d'approximations délibérées et de contre-vérités. S'il y en a eu 50, nous en parlerions parce que ça aurait été 50 de trop. Mais on ne peut pas dire qu'un mort par balle ou une personne blessée par balle égale une personne tuée ou blessée par les FARDC ou par la police nationale. Au moment où nous parlons, il y a des petits malfrats qui font le coup de feu au Kasaï central. Sont-ils des FARDC ou de la police? Au moment où nous parlons, il y a des malfrats qui sont venus d'Ouganda qui font le coup de feu au Kivu. Sont-ils des FARDC ou de la police? Au moment où nous parlons, il y a des malfrats qui sont au Katanga en train de s'entretuer. Sont-ils de la FARDC ou de la police? Nous parlons des accusations qui ont ciblé la police et les FARDC sans la moindre précaution méthodologique. C'est ça le problème. Autre précision apportée par le porte-parole du gouvernement est que sur le 31 pertes en vies humaines, et non 40 comme le soutient ce rapport du BCNUDH, 15 font encore à ce jour l'objet des enquêtes de la justice militaire congolaise. Ceci en vue d'en déterminer les auteurs et les responsabilités. Et concernant les derniers événements survenus au Congo central et à Kinshasa, Lambert Mende a signifié aux adeptes de Bundu Dia Congo retranchés dans la résidence de leur leader, les députés nationaux Nemwanda Semi, qu'ils peuvent vaquer librement à leurs occupations et laisser à la justice de faire son travail. Les officiers de police judiciaire chargés de perquisitionner vont perquisitionner. Force doit rester à la loi. Mais personne ne les empêche de sortir. Et je pense qu'il y a, une quinzaine qui sont déjà sortis. Ils sont dans leur maison. On ne les a pas arrêtés. Et même M. Nemwanda Semi, il n'y a pas encore un mandat, puisque l'Assemblée nationale, dont il est membre, n'a pas encore autorisé les poursuites. Comment pouvez-vous accepter que des choses se soient passées comme elles se sont passées à Kimpese et à Songololo sans que la justice ne puisse s'émouvoir et rechercher des preuves pour établir les responsabilités de ces Congolais, mais ces Congolais qui sont morts, finalement, ce sont des Congolais comme vous et moi. Il faut que la justice s'occupe de faire dire le droit. Du reste, Lambert Mende a salué l'avènement aux États-Unis d'Amérique de Donald John Trump, qui lui aussi a la réputation de ne pas se laisser manipuler par les fabricants des fake news, entendez, des nouvelles fabriquées à dessein. À la 34e session ordinaire du Conseil des droits de l'homme à Genève, en Suisse, la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, parlait de la vidéo sur les tueries attribuées au FARDC. Suivez ses propos. Une vidéo circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux
montrant des personnes vêtues des uniformes des forces armées de la République démocratique du Congo qui seraient en train d'ouvrir le feu sur des civils dans le village de Mwanza Lomba, dans la province du Kasaï central. Aussitôt que le président de la République a pris connaissance de cette vidéo, il a ordonné la mise sur pied d'une commission d'enquête pour identifier les auteurs présumés de ces crimes. Des hauts magistrats militaires ainsi que des experts du ministère des Droits humains se sont rendus sur le lieu des faits. À cet effet, ma délégation a mis à la disposition du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme le communiqué rendu public le 22 février dernier par le gouvernement congolais. C'est pourquoi je réitère ici l'appel à témoins lancé par mon gouvernement pour aider sa commission d'enquête à conclure ses investigations. Les dénonciations irrelatives peuvent être adressées au service de l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo ou au ministère des Droits humains. Je voudrais également souligner que le chef de l'État m'a chargé de vous rassurer ici, devant le monde entier, que ces crimes, comme ceux du groupe de Kamwina Nsapu ou de Nemwana Semi, ne resteront pas impunis. 25 éléments M23 ont été capturés puis présentés au public congolais à Goma, dans le nord Kivu. Ces rebelles ont déclaré s'être fait enrôler depuis le Rwanda et l'Ouganda voisins par Sultani Makenga. Brigitte Makuta pour le détail. Il s'agit d'une vingtaine d'éléments ex-M23 capturés et rendus sur différents théâtres d'affrontement à la frontière de la RD Congo avec le Rwanda et l'Ouganda. Devant les professionnels de médias, le général Léo Mouchalé, commandant de la 3e zone de défense, a expliqué les circonstances dans lesquelles ces rebelles étaient capturés et d'autres qui se sont rendus. 25 capturés, 20 morts, voilà le bilan du côté ennemi. Selon ses dires, les vaillants FARDC ont pris des mains de l'ennemi une quantité d'armes et munitions. Alors, du côté ennemi, nous avons tué 20 M23. Donc 20 M23 tués, 25 M23 capturés et rendus, avec lesquels vous aurez l'occasion d'échanger ici. Nous avons aussi eu l'occasion de ramasser du matériel de tout genre. C'est pourquoi je ne peux pas avoir le temps de vous citer chaque matériel. Mais matériel de tout genre, en vrac, en grande quantité. Le M23, au moment où je vous parle, il a pris la fuite en se rendant et en Ouganda et au Rwanda. Il faut tout de même signaler que la plupart des éléments des M23 capturés sont originaires du Rwanda et ils... Le gouvernement confirme les débuts des travaux de construction du caveau dans lequel va reposer pour l'éternité la dépouille d'Étienne Tshisekedi au cimetière de la Gombe. Toutefois, Lambert Mende a tenu à préciser que la dernière décision en la matière reviendra toujours à la famille du défunt. Le porte-parole du gouvernement a assuré que toutes les dispositions vont être prises pour offrir à Étienne Tshisekedi des hommages dignes. Ces propos ont été recueillis par Alain Kuka et Blaise Lunda. En ce qui concerne les obsèques du défunt Premier ministre, M. Tshisekedi, je sais qu'en fin de compte, la famille a fixé le retour de sa dépouille au 11. Le groupe qui organise ces funérailles au niveau du ministère de l'Intérieur estime que c'est un peu tôt. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas le jour du retour de la dépouille qu'elle est inhumée, pas du tout. Il y aura probablement 2 à 3 jours d'hommage au Palais du Peuple, mais les travaux ont bel et bien commencé au cimetière de la Gombe, dans un lieu qui est en plein aménagement, puisque les autorités municipales de Kinshasa, qui en ont la compétence et qui ont été chargées par le gouvernement, ont pris un arrêté pour ouvrir justement ce lieu
Ils ont donné toutes les dispositions, je pense que c'est 500 mètres carrés, les architectes sont à pied d'œuvre et nous pensons que dans un délai qui pourrait être le 11, mais qui pourrait être peut-être 1 ou 2 jours après le 11, la dépouille de l'ancien Premier ministre regagnera son pays pour pouvoir trouver le repos éternel auquel il a droit, après avoir mené une vie si bien remplie. Sauf imprévu, le nouveau président du Conseil des sages du Rassemblement sera connu ce soir. En effet, le Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est réuni déjà à la résidence d'Étienne Tshisekedi à Limité. En toile de fond, l'élection du président du Rassemblement, celle du président du Conseil des sages et du coordonnateur des actions ainsi que le président du Conseil des disciplines. Pour la présidence du Rassemblement, c'est la candidature de Félix Tshisekedi qui a été présentée par l'UDPS. Au niveau du Conseil des sages, 7 candidats sont en lice. Il s'agit de Pierre Lumbi du G7, Bertrand Ewanga de l'AR, Diomi Ndongala de la MPP, Dr Kabamba du G14, Joseph Olengankoy et Martin Fayoulou de la dynamique de l'opposition. Le rassemblement ne connaîtra pas de restructuration. Tel est le souhait de leaders politiques tshisekédistes réunis pour réfléchir sur l'avenir du combat politique de Tshisekedi Wamulumba. Suivez plutôt ce reportage de Patrick Borel Mukendi et Félicien Sanga. Les leaders politiques qui se reconnaissent dans les combats de Tshisekedi Wamulumba se sont retrouvés ce jeudi pour réfléchir sur l'avenir de la plateforme, le rassemblement et comment défendre les idéaux incarnés par leurs leaders décédés. Au nombre de voix qui se sont élevées au cours de cette rencontre, Lisanga Bunganga, coordonnateur de la coalition de soutien à Tshisekedi, a affirmé s'opposer à toute idée de restructuration au sein du rassemblement. Que notre icône, le docteur Étienne Tshisekedi, n'est plus d'une manière aujourd'hui physique. Mais pour nous les Tshisekédistes, il continue à vivre. Et comme nous nous sommes donné rendez-vous de continuer sa lutte, à ce moment précis, hier avec vous, avec la proposition de certains collègues membres du Rassemblement, nous étions obligés de rejeter catégoriquement l'idée selon laquelle, à ce moment précis, on peut restructurer les rassemblements. Les acteurs politiques membres du rassemblement ont invité tous les Tshisekédistes à rester unis pour bien incarner les idéaux politiques de ces grands hommes politiques décédés le 1er février 2016 à Bruxelles. Dans un rapport publié, la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées confirme qu'il est possible d'organiser les élections en 2017 et c'est là à tous les niveaux. Le commentaire est de Nadia Koulefouka. La plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées a fait une mise au point concernant l'organisation des élections en RDC. Selon elle, l'accord politique global et inclusif du 31 décembre 2016, en son point 4, dispose les consensus autour de l'organisation à une seule séquence des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales au plus tard en décembre 2017. Depuis quelques semaines, l'opinion congolaise note d'une part des discours médiatiques affirmant l'impossibilité de tenir à ces délais électoraux et d'autre part le retard cautionné par les acteurs politiques confirme la thèse de l'impossibilité de l'organisation. Selon l'État, ces discours de mauvais goût installent des doutes, l'incertitude et le désespoir dans l'esprit des Congolais quant à l'aboutissement de son combat démocratique. Dans son rapport, il est dit que la clôture de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs est prévue en mai 2017. Déjà en juillet, 60 jours après, le fichier électoral sera prêt. Et la tenue des scrutins pour la CENI est estimée en septembre 2017. Les élections présidentielles et législatives pourront donc intervenir en décembre de cette même année. Donc, le retard écopé pour la mise en œuvre de l'accord ne peut avoir de l'impact négatif sur l'évolution du processus électoral.
Prenons à présent ces communiqués de presse qui nous viennent de l'UNPC ville de Kinshasa. L'Union nationale de la presse du Congo ville de Kinshasa convie tous les journalistes et professionnels de médias à prendre part à la première réunion annuelle ce vendredi 3 mars 2017. Ordre du jour, évaluation de l'année précédente dans l'exercice de notre profession. Mise au point sur l'éthique et la déontologie de la profession au regard de multiples abus dans nos milieux. Plan d'action pour l'année 2017. Lieu Africana Palace, référence à rond-point Willery, date vendredi 3 mars 2017, heure 11h. Cordial bienvenue à Kinshasa. Le 27 février 2017 pour le comité provincial, Jean-Marie Kassamba, président, et Jérôme Okitambulu, secrétaire. L'école primaire Lema de Kassangoulou est non conventionnée catholique. Elle pratique la gratuité, pourtant elle n'est pas prise en charge par le gouvernement en termes des salaires des enseignants. L'enseignement peut-il être de qualité lorsque les enseignants eux-mêmes ne sont pas payés? Reportage de Marcin Job et David Tembe. Asseyez-vous. À 2 km du péage de Kassangoulou se trouve l'école Lema. Mécanisée depuis 2012, cette école compte 8 classes et 8 enseignants qui dispensent les cours gratuitement. Même si les conditions d'apprentissage ne sont pas appliquées, que les normes de construction ne sont pas respectées, l'amour des enfants et l'application de la gratuité de l'enseignement prôné par le gouvernement congolais servent pourtant de guide à Bruno Kobomouko. En tout cas, nous travaillons avec conscience, nous conscientisons les enseignants parce que c'est notre métier. L'enseignement, c'est une vocation. Il faut l'amour de l'enfant. Et comme nous avons appris la pédagogie pour ça, nous mettons d'abord en première position l'intérêt des enfants. Et le reste, je sais que le gouvernement pensera à nous. Tous les enseignants du chef d'établissement que je suis, jusqu'au dernier enseignant, nous sommes non payés. Nous nous comptons que c'est la petite prime que les élèves de la 6e année nous donnent. Par trimestre, c'est 10 000 francs congolais. Et à la fin des comptes, quand on se partage, on a parfois 7 000 francs, 8 000 francs par mois. Et vraiment, c'est dégueulasse. Des salles de classe sans porte ni fenêtre, mais encore avec des bancs, jusqu'au bureau du directeur dans lequel se trouve une machine à écrire ne pouvant plus être utilisée. On n'est pas loin de la période antique. Et lorsqu'on y sort, c'est une jante rouillée qui sert de cloche annonçant le début ou la fin des cours. Cette œuvre philanthropique mérite d'être répertoriée parmi les écoles prises, car qui sait si le prochain ministre de l'enseignement en sortira. La réunion d'évaluation de la revue de la performance du portefeuille de la Banque mondiale en République démocratique du Congo a eu lieu le jeudi 2 mars 2017. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la RTNC. La revue annuelle 2016 des performances du portefeuille de projets financés par la Banque mondiale en RDC a regroupé les ministres d'État et ministres sectoriels, bref, tous les acteurs concernés par les 24 projets nationaux auxquels s'ajoutent 6 projets régionaux. Il est donc question pour la partie gouvernementale et la Banque mondiale d'évaluer le niveau d'exécution des projets ayant trait au secteur de l'éducation, de la santé, des infrastructures et à la réforme de l'administration publique. Les deux parties ont relevé les forces et les faiblesses enregistrées dans la mise en œuvre des différents projets. Question d'entrevoir l'avenir. Globalement, entre les projets nationaux et les projets régionaux, c'est un engagement global de près de 4 milliards de dollars. De ce volume, il faut dire c'est des projets qui sont en cours d'exécution, donc une bonne partie est déjà décaissée, qui est répartie à travers l'ensemble de ces projets qui sont en cours d'exécution. Le gouverneur pays de la Banque mondiale, Henri Yavmoulang, qui a salué l'excellence des relations de coopération bilatérales entre la RDC et la Banque mondiale, a promis des sanctions contre les responsables des cellules et structures qui se seraient illustrées dans la mégestion des fonds alloués. Les coordonnateurs des agences d'exécution qui se rendent coupables sont personnellement considérés comme responsables de ces abus. Ils doivent rembourser le montant indûment dépensé et le gouvernement se réservant le droit de poursuivre les auteurs en justice. La plénière de cette revue des performances du portefeuille de la Banque mondiale
en faveur de la RDC a été précédée par une séance de briefing entre les différents acteurs, membres du gouvernement et partenaires de la Banque mondiale pour émettre sur la même longueur d'onde. En sport, 2 mars 2017, cela fait exactement 15 ans depuis que le joueur congolais de Chievo Vérone en Italie, Jason Maele, quittait la terre des hommes. Patrick Borel Mukendi pour le commentaire. La mort, une sortie facile qui nous arrache facilement nos êtres chers. Comme cet ancien attaquant des Léopards de la RDC, ex-Simba, Jason Maele, décédé le 2 mars 2002 en Italie dans un accident de circulation au moment où il s'est rendu au terrain d'entraînement car son club jaune de Chievo Vérone devrait en découdre avec Parme. Sa voiture qui avait dérapé et heurté de plein fouet une autre en sens inverse à la sortie d'un village de campagne appelé Apazengo. Jason Maele était le chouchou des Congolais avec ses dribbles jamais gratuits, son franc-parler, sa combativité, son attachement patriotique à l'équipe nationale qu'il n'hésitait pas à rejoindre quand il fallait défendre les couleurs du pays de ses ancêtres, bien sûr avec Trésor Loaloa, Chabani Nonda, Marcel Mbayo, Papi Kimoto, Jean-Jacques Yemoueni, pour ne citer que ceux-là. Et aussi, en 15 ans de disparition, le Congolais ne pense pas non plus oublier cet artiste du sport roi qui détenait un esprit de conquérant. Il était devenu incontestablement un leader et une perle rare avant de choisir le Congo avec son numéro 7 mythique. Jason Maele a prêté ses services en Ligue 2 française dans Châteauroux avec 159 matchs joués. Cagliari puis Chievo Vérone, 2 clubs italiens évoluant au Calcio. En tout cas, Jason Maele avait l'art de la séduction. Voilà qu'après sa mort, il a inspiré plusieurs jeunes qui ont copié la théorie de la circularité dans les ailes et dans la surface de réparation, à l'image des Biscottes Mbala, Trésor Poutou, Patou Kabangu, Lelombele, Kalutu Kadioko, Matumo Zola et aujourd'hui Yannick Bolassier, Jordan Botaka, Firmin Moubele, Héritier Luvumbu, Riki Toulengi, Rachidi Moussinga et tant d'autres. Né le 4 janvier 1976, mort le 2 février, après la CAN Mali 2002, Jason Maele vit à travers ses gestes sucrés. Que la terre te soit douce et légère. En page internationale, Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui son projet de société pour la présidentielle. Suivez. D'une trentaine de pages a été distribué. Emmanuel Macron, vous le voyez ici en direct, est toujours en train de prendre la parole. Ça fait maintenant 2h30 qu'il répond aux journalistes à leurs questions qui sont posées. Les grandes lignes de son programme, elles avaient déjà été dévoilées hier par le journal Le Parisien. Fin des régimes spéciaux de retraite, grande loi de moralisation de la vie publique contre le népotisme, système de bonus-malus pour les CDD, autant de propositions évidemment pour faire taire les critiques. Écoutez-le. Important et grave. Nous sommes dans une situation unique, inédite, dans un grand pays de l'Union européenne qui depuis 35 ans n'a pas réussi à résoudre le problème du chômage de masse. Nous sommes le seul grand pays européen dans cette situation. Et en même temps face à des défis, eux aussi inédits. La révolution numérique, la transition écologique et environnementale, le risque terroriste, qui sont les uns et les autres en train aujourd'hui de faire basculer notre quotidien dans un monde nouveau. Alors à présent, on fait la lecture des parutions de ce matin, sélection commentaire dans mon mat, revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse. Inhumation de Tshisekedi, les combattants en colère s'exclament à sa une, la tempête des tropiques. En effet, une vive tension, écrit le journal, a régné hier mercredi 1er mars à Limete, précisément aux environs du siège national de l'UDPS, où les combattants ont brûlé des pneus et barricadé la route qui mène vers la résidence de leur leader. Pour cause, ils ne sont pas d'accord avec le compromis trouvé entre la famille biologique de Etienne Tshisekedi et l'hôtel de ville de Kinshasa. C'est lui d'inhumer le leader Maximo au cimetière de la Gombe, où 500 mètres carrés sont en train d'être aménagés sur base d'un arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa pour y construire le mausolée
où reposera provisoirement celui que le Congolais considère comme le père de la démocratie. Convaincu qu'Étienne Tshisekedi ne mérite pas d'être enterré dans un cimetière appelé à être un jour désaffecté, ces combattants ont tenu à exprimer leur désapprobation en suspendant la séance de signature du registre des condoléances ainsi que la cérémonie de recueillement en mémoire des ministres disparus en signe de mécontentement. L'enterrement d'Étienne Tshisekedi divise sa famille biologique de sa famille politique. Sa succession pourrait diviser le rassemblement, la plateforme politique qu'il a laissée. Forum des As s'interroge dans ces colonnes. Qui succédera donc à Étienne Tshisekedi? Le rassemblement doit-il continuer à évoluer dans son format actuel? Voici donc deux questions essentielles, écrit le confrère, qui font très polémique au rassemblement. En ce qui concerne la succession d'Étienne Tshisekedi à la tête du Conseil des sages, il est légitime que des ambitions se manifestent dès lors que cette question n'a pas été clairement résolue dans l'acte de naissance de la plateforme. Cependant, la question des réaménagements du rassemblement paraît cruciale aux yeux de ces sociétaires. Ici, se sont formés deux camps diamétralement opposés. D'un côté, ceux qui soutiennent l'idée de la mise en place de toutes les structures prévues dans l'addendum à l'acte d'engagement de Genval portant restructuration du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement. De l'autre, les partisans au non, en d'autres termes, le membre de la plateforme qui s'oppose à la première idée. Dans l'un et l'autre camp, les arguments ne manquent pas. Culture pour terminer avec la prospérité qui a sa une note des millions de dollars réclamés pour les artistes et musiciens Sokoda, Verkis, Kiamwangana et Nyokalongo chez Badibanga. Une commission, écrit la consoeur, sera instituée pour statuer sur les doléances des musiciens telle qu'est formulée par ces deux émissaires auprès de l'actuel Premier ministre Sami Badibanga Ntita au vu du dossier complet en sa possession depuis ce mercredi 1er mars 2017. Déjà, les deux parties ont convenu d'y travailler laborieusement dans la perspective d'une solution appropriée. Dans cette édition, il y a lieu de cerner ici les aspects détaillés de cette audience qui place ainsi les gouvernements devant ses responsabilités. Il est question d'aider la Sokoda à rentrer dans ses droits d'auteur vis-à-vis de certaines chaînes de télévision, de radio et de quelques sociétés de télécommunications à l'instar de Vodacom et RTL. Ces deux dernières, selon Nyoka et Kiamwangana, doivent respectivement 35 et 28 millions de dollars américains. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Léonard Momery était à la réalisation et Nadia Koulemfouka était le chef d'édition en leur nom et au mien propre. Je vous dis grand merci pour votre sympathique attention. Vous l'avez compris, c'est bien la fin de ce journal. Ne zappez pas car les programmes de la chaîne de référence se poursuivent. Après nous, ça sera le magazine sportif Studio A avec Natacha Abomongo. Excellente suite des programmes en notre compagnie.